Nous allons parler de la méningite virale aiguë. La méningite virale aiguë est une inflammation des méninges, c'est-à-dire des enveloppes entourant le système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Elle renferme le liquide céphalorachidien. La première couche étant ce qu'on appelle la dure mère, sa couche interne est ménagée, c'est-à-dire formée de cellules aplaties d'origine mésenchymateuse, et la couche externe est un tissu fibreux qui adhère à l'os du crâne et qui se dédouble à certains endroits pour laisser place à des sinus veineux ou canaux qui permettent de drainer le sang veineux du cerveau vers les veines jugulaires internes. Au niveau du cerveau, les feuillets sont fusionnés, tandis qu'au niveau de la moelle, ils sont séparés. La dure mère n'adhère donc pas à l'os, laissant place à l'espace péridural. L'arachnoïde est la couche moyenne et forme des sortes de toiles d'araignée ou trabécules délimitant des cavités dans lesquelles baigne le liquide céphalorachidien. Et enfin on a la pimère qui est adhérente au tissu nerveux et qui entoure les vaisseaux qui pénètrent dans celui-ci. Cette méningite peut être de type viral, là elle est généralement bénigne. Si jamais elle est bactérienne, cela est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave pourquoi ? Car elle peut entraîner une septicémie. La plus dangereuse étant celle à méningocoque, car cette bactérie est présente naturellement dans les voies aériennes et peut parfois s'accrocher aux cellules endothéliales, former des colonies dans le sang et ensuite migrer au cerveau. En plus de cela, si elle attaque le tissu nerveux, cela peut se transformer en encéphalite. Les voies d'entrée des bactéries sont le flux sanguin, l'oreille moyenne, les sinus ou une blessure ouverte du crâne. À noter que l'affection virale facilite une affection bactérienne ultérieure car il y a altération de la muqueuse qui joue le rôle de barrière. Parfois, la méningite est due à une maladie congénitale de la dure mère. Pour ce qui est de la physiopathologie, cette infection provoque une réaction inflammatoire diffuse dans l'espace sous-arachnoïdien avec, comme toute réaction inflammatoire, augmentation de la perméabilité, ici de les barrières hémato-encéphaliques qui peut provoquer un œdème cérébral. De là, on observe une augmentation de la pression intracrânienne et une diminution de la pression artérielle. On a donc des neurones qui sont sous-oxygénés et qui peuvent mourir par apoptose. Lors d'une méningite virale, les méninges sont enflammés. Il y a hypersécrétion de liquide céphalorachidien qui augmente la pression dans l'espace méningé. Ceci entraîne des céphalées. Les raideurs de nuque sont expliquées par le fait que les méninges sont innervés et de par la pression, ces nerfs vont être irrités. Voici l'image qui nous montre où se situe l'espace péridural. Espace péridural qui est dû au fait que, comme on l'a dit 3 lignes plus haut, au niveau de la moelle épinière, les deux feuillets de la dure mère sont séparés et celle-ci n'adhère donc pas à l'os, laissant place à cet espace. Quelques petites informations sur ce qu'est le liquide céphalorachidien. Il est produit par les plexus choroïdes, l'acide de vaisseau sanguin capillaire poreux dans les ventricules latéraux étant des cavités situées à l'intérieur du cerveau. Le liquide céphalorachidien sert de protecteur mécanique pour le cerveau. Elle circule du 3e ventricule vers le 4e ventricule via l'aqueduc de Sylvius, puis elle passe via les trous de Luschka et de Magendie dans l'espace sous-arachnoïdien. Elle sera résorbée par les granulations de Pacchioni du sinus sagittal supérieur. Ce liquide céphalorachidien a normalement un aspect d'eau de roche et est acellulaire. Pour ce qui est de l'anamnèse hypothétique, cette maladie se caractérise en général par des vomissements qui sont provoqués par des changements de position, des céphalées, une raideur de la nuque, de la fièvre, une intolérance au bruit et à la lumière et parfois une confusion. Les signes cliniques caractéristiques de la méningite sont le signe de Guernic. Lorsque le patient tend ses jambes, il ressent une douleur en essayant de les replier sur le bassin. Nous avons aussi le signe de Brudzinski. L'examen se fait avec le malade en décubitus dorsal, c'est-à-dire allongé sur le dos, et se caractérise par deux choses. La première étant la flexion d'un membre inférieur d'un côté lors de la flexion passive de la hanche et du genou du côté opposé par l'examinateur. La seconde, la flexion de deux membres inférieurs lors de la flexion passive de la nuque vers l'avant par l'examinateur. Le diagnostic de méningite se confirme uniquement grâce à une ponction lombaire. Le patient est en position assise ou en décubitus latéral. Le médecin insère une aiguille entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, vertèbre du bas du dos, et récolte ainsi le liquide céphalorachidien. Le traitement sera choisi en fonction de l'analyse de la ponction. Dans le cas d'une infection virale, le liquide céphalorachidien apparaîtra clair, transparent. Si jamais il est trouble, cela signifie une méningite bactérienne. Le traitement de la méningite peut se faire via des antalgiques ou analgésiques. Ce sont des médicaments utilisés en médecine dans le traitement de la douleur d'un patient. On peut aussi donner des antipyrétiques. Ce sont des médicaments dont le but est de lutter contre un symptôme, la fièvre. Et on a besoin aussi de beaucoup de repos.